bonjour à tous. Merci beaucoup à messieurs Arzaïé et monsieur Mathieu d'animer ce webinaire spécifiquement dédié au risque, à la couverture des risques à la fois personnels et professionnels. C'est un sujet qui est fondamental. Évidemment, aujourd'hui, se lancer sans appréhender cette question, ce serait un peu suicidaire parce que entreprendre, c'est une chose, avoir le goût du risque, c'est une chose, mais il ne faut peut-être pas être complètement comment dirais-je, il faut considérer très sérieusement ce sujet parce que ça peut avoir un impact direct sur les investissements et le capital personnel que vous avez pu placer dans votre entreprise en toute confiance parce que vous êtes persuadé que votre projet est le bon projet qui va pouvoir être pérenne, se développer, que vous allez pouvoir en tirer des revenus, mais encore faut-il le faire avec une bonne appréhension de la couverture de vos risques de façon à être préparé. Hein. La notion dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça, hein, c'est la démarche d'anticipation, la réflexion. Après, il y a des arbitrages que vous ferez avec vos partenaires et en l'occurrence, les agents généraux d'assurance et ou sont un partenaire des porteurs de projets, des créations ou des reprises d'entreprises, des créateurs ou des repreneurs d'entreprises. Donc, merci beaucoup à la Fédération départementale des agents généraux d'assurance de nous consacrer un peu de votre temps qui est précieux, je sais, pour partager à la fois vos connaissances, vos compétences, et puis aussi témoigner un peu du retour d'expérience que vous pouvez avoir dans l'accompagnement de vos clients. Je vous sens plus tarder juste situer qu'en effet, cette conférence rentre dans le cadre de ce salon Recréa qu'on a voulu en distanciel totalement, puisque l'actualité sanitaire nous y contraint. On espère bien sûr pouvoir renouveler cette expérience cette fois en présentiel l'année prochaine. Si tout se passe bien, j'espère que d'ici là, les vaccinations auront eu lieu et qu'on pourra en effet vous retrouver à nos côtés l'année prochaine. Mais je vous laisse donc aborder ce sujet. Hein, l'assurance, c'est surtout la couverture des risques à la fois personnels et professionnels. Peut-être qu'en quelques mots, vous pouvez vous présenter l'un l'autre et puis ensuite, on rentrera dans cette présentation. D'accord. Je vais commencer. Je me présente, je suis François Mathieu. Je suis le président départemental d'AGA. AGA, c'est le syndicat des agents généraux d'assurance. Pourquoi nous sommes un syndicat? Parce que nous sommes une profession indépendante. Nous ne sommes pas salariés des compagnies que nous représentons et donc nous sommes regroupés ensemble, quelle que soit la compagnie pour laquelle nous travaillons. Alors, en tant que professionnel indépendant, voilà, on est comme vous, hein, on a nos temps de travail qui débordent souvent, mais nous sommes surtout des techniciens de l'assurance. Donc, nous sommes très présents sur le marché, sur les assurances des professionnels et des créateurs d'entreprises. Nous consacrons une très, très grande partie de notre temps de travail à les accompagner, puisqu'on les aide donc à créer des contrats, mais nous sommes également là pour assurer la gestion des contrats dans le temps et vous accompagner au moment des sinistres ou gérer les sinistres. Je vais peut-être aussi laisser Thibaut se présenter, qui est donc mon président adjoint, si tu veux dire deux mots. Oui, bonjour à tous. Effectivement, un enjeu extrêmement important que de choisir correctement ces couvertures. Et moi, j'interviendrai plus spécifiquement sur la partie assurance de personnes, puisque dans les assurances, on va entendre d'un côté les assurances de biens, l'assurance de dommages, c'est-à-dire l'assurance qu'on peut faire au matériel ou par rapport aux responsabilités civiles. Et en parallèle de ça, l'assurance de personnes qui va être liée à trois volets majeurs qui vont être impactés sur ce qu'on appelle la mutuelle, la complémentaire santé, votre prévoyance, donc en cas d'arrêt de travail ou en cas de décès, qu'est-ce qu'il advient, et également sur la partie retraite, donc quelle est l'incidence de choisir tel ou tel statut social au moment de la création de mon entreprise ou bien également au cours de la vie de mon entreprise, et quels sont les effets, les leviers qu'on va pouvoir trouver pour optimiser sa situation, tant fiscale qu'au niveau des charges sociales, et quels vont être les impacts en considérant que chaque personne
est évidemment un cas tout particulier puisque ça va être fonction des niveaux de revenus, de la composition du foyer familial, de la recomposition parfois du foyer familial et de bien d'autres éléments. Voilà, François, pour l'introduction. Oui, ben voilà. Bon, ben écoutez, Thibaut a bien décomposé notre présentation. En matière d'assurance, on a l'habitude de répartir nos différents contrats en fonction des besoins des personnes et donc de l'objet que l'on va être amené à assurer. Alors, pas objet, c'est un bien mauvais mot, puisque ben, Thibaut va vous parler certainement d'un des objets fondamentaux, peut-être principal, qui est la personne. Moi, je parlerai donc ensuite des biens, principalement des bâtiments, des matériels et de la responsabilité. On va essayer d'être assez général puisque, ben, on va dire, il n'y a pas une seule approche possible. Chaque activité étant différente, Thibaut vient de parler des statuts et des compositions familiales. C'est encore d'autres façons de voir l'approche en termes d'assurance. Donc, on va essayer d'être assez général, de détailler, en tout cas pour ma part, je vais essayer de détailler globalement comment on assure une entreprise en termes de biens et de responsabilité. Après, on répondra, je vous donnerai aussi également des petites astuces, des petites infos comme ça, par-ci, par-là. Et puis, bah, écoutez, on propose également de répondre à vos questions qui seront peut-être un peu plus détaillées et précises à la fin de l'intervention. Voilà, Thibaut, si tu veux démarrer par phase d'assurance de personnes. Très bien. Donc là, l'objet, c'est vraiment d'essayer de vous donner des informations et de faire résonner en vous certaines situations pour que vous puissiez vous identifier au grand schéma et au grand principe du choix du statut social, puisque, à mon sens, on ne peut pas parler de protection sociale sans avoir appréhendé clairement quel statut social je vais choisir au sein de mon entreprise et ainsi la nature juridique de ma société. Donc, je vais proposer à Madame Fayolet de bien vouloir projeter le document qui est absolument pas logoté par AGA, qui n'a rien à voir avec les agents généraux d'assurance, mais que vous pouvez trouver sur BPI France et qui pourra même être transmis probablement à la fin de la conférence. Et l'objet de ce tableau-là et de ce PDF, c'est de reprendre déjà les 3 grands statuts sociaux dont vous pouvez dépendre quand vous êtes chef d'entreprise. Donc, on va voir en descendant un peu les 3 grands statuts, si vous voulez aller jusqu'en bas de la page 2, et je vais vous les résumer. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir là, côté droit en jaune, le statut que je vais appeler quasi-salarié. C'est-à-dire, on va partir du principe que vous êtes donc chef d'entreprise, dirigeant de votre entreprise et que vous avez choisi un statut qui s'apparente à une SAS. Ça peut être décliné dans d'autres formes juridiques, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une SASU, c'est-à-dire une SAS unipersonnelle, une SA avec au moins 7 associés. Il peut y avoir une CELAS, les sociétés d'exercice libéraux, avec le même statut social qui va en dérouler, c'est-à-dire vous êtes président de cette structure-là et vous êtes considéré comme un quasi-salarié. Alors, j'emploie le terme de quasi-salarié parce que vous avez à peu près tous les mêmes droits qu'un salarié, entre guillemets, classique cadre, hormis le fait de pouvoir prétendre au chômage. Donc, c'est pour ça que... Thibaut, juste si je peux me permettre, il y a parmi nous aussi une personne qui potentiellement aurait un statut agricole. C'était juste une précision que je faisais. Merci. Mais ce sera aussi possible avec le statut agricole, ce que je vais décliner. Et en parallèle, on va avoir donc à gauche le fait qu'on soit... alors, on va rester sur le gérant majoritaire. À la limite, il faudrait switcher entre le bas de la page 1 et le bas de la page 2, mais je vais de toute façon les résumer et vous allez comprendre les enjeux. C'est-à-dire que les 3 grands statuts, donc quasi-salarié, on l'a vu. Ensuite, il va y avoir l'entrepreneur individuel, ce qu'on appelle le travailleur non salarié individuel. Donc là, vous êtes en nom propre. Et il va y avoir le travailleur non salarié dans le cadre d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est ce qu'on appelle un travailleur non salarié dans le cadre de l'article 62 du Code général des impôts. L'article 62 étant le fait de tirer sa rémunération de gérance de l'entreprise. Donc, quelle va être l'incidence du choix de ce statut-là? Je vais mettre dans le même panier, si j'ose dire, le travailleur non salarié individuel et le travailleur non salarié article 62. On va considérer que ce sont des travailleurs non salariés. Et en parallèle de ça, donc, le président de la SAS, en sachant qu'on peut décliner pour le travailleur non salarié des
bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles. Donc, clairement, la personne là, qui nous suit et qui a le projet de s'installer en tant qu'agriculteur serait a priori plutôt au bénéfice agricole sur le statut de travailleur non salarié ou au travers d'une autre structure en étant quasi salarié. Et quels sont les enjeux? Justement, pourquoi j'ai insisté là-dessus, c'est que ces deux grandes familles de statuts sociaux ont un impact très fort au moment de choisir votre protection sociale et au niveau du coût des charges sociales qui sont liées au fait de sortir votre rémunération de l'entreprise. C'est-à-dire que vous le voyez là sur le graphique, côté gauche, si on se place dans la case gérant majoritaire de la SARL, donc TNS article 62, mais le taux de charge sociale va être similaire pour un travailleur non salarié individuel. On va être au niveau de 45% de charge sociale par rapport à la rémunération qui est prise. C'est-à-dire concrètement que pour 1 000 € de sortie par mois, vous aurez 450 € de charges sociales qui seront ventilées entre le régime de base dont vous dépendez. Donc, on va pouvoir considérer vraisemblablement que ça va être la SSI, anciennement RSI, mais il y a aussi d'autres caisses de régime de base. Vous pouvez très bien dépendre de la CIPAV, de la Carpinco, d'autres caisses, puisqu'en France, la volonté est d'harmoniser les régimes de base, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là, et il en existe plus d'une cinquantaine. Mais on va rester sur les grands principes et on va considérer que les 45% de charges sociales sont donc ventilés auprès de la Sécurité sociale des indépendants et des URSSAF. De l'autre côté, en parallèle, donc le président de la SAS, statut quasi salarié, pour le même niveau de rémunération, donc pour sortir 1 000 € par mois, il va falloir aller jusqu'à 82% de la rémunération. Donc, si vous sortez 1 000 €, vous allez devoir acquitter 820 € de charges sociales. Donc là, on voit que tout de suite, il y a un écart phénoménal, quasiment du simple au double, pas du simple au double, mais presque. Et du coup, on va s'attacher à voir quels sont les impacts au niveau de votre protection sociale par rapport à cette différence de coût. Donc concrètement, pour entrer dans le vif du sujet et en étant quand même assez généraliste, on va voir que ça se décline sur 3 grands points, ce que je vous disais en introduction. La première chose, ça va être la prévoyance. Au niveau de la prévoyance, on va avoir du côté du président de l'ASS, du statut quasi salarié, le fait de dépendre d'une convention collective ou de dépendre du droit du travail si votre entreprise n'est pas assimilée ou régie par une convention collective particulière. Ça veut donc dire qu'en cas d'arrêt de travail, vous n'avez pas forcément le choix. Vous allez devoir trouver un assureur qui peut être aussi un institut de prévoyance avec le fait de respecter un cadre bien défini et cadré. On va prendre l'exemple d'une convention collective qui va vous dire, pour un cadre, on a la convention collective de toute façon AGIRC de 1947 qui va s'appliquer, c'est-à-dire que vous allez avoir un minimum de coûts à hauteur de 1,5% de votre rémunération brute qui va partir sur des garanties de prévoyance pour maintenir votre revenu en cas d'arrêt de travail et également pour verser un capital décès aux conjoints ou aux enfants si vous veniez à décéder. Donc ça, c'est l'obligation réglementaire minimum pour les cadres. Et cette obligation minimum peut être bonifiée par le cadre de convention collective autre particulière qui s'appliquerait dans la branche. Ce qui veut dire qu'on va avoir un surcoût en plus de ces 82% de la rémunération nette ou les 820 € si on sort 1 000 € comme dans mon exemple. Et surtout, on ne va pas avoir le choix. On va être obligé de prendre les garanties minimum qui s'appliquent. Et si on veut avoir mieux, il va falloir se sortir le chéquier chaque fin de mois pour augmenter la prévoyance qui va coller à votre besoin personnel. Donc ça, c'était le point de la prévoyance. Le deuxième point, en parallèle, je vais rester sur la prévoyance. On va basculer côté gauche pour le gérant majoritaire ou le travailleur non salarié individuel. Là, vous n'allez être régi par aucune convention collective, c'est-à-dire qu'en fonction de votre ancienneté, vous allez avoir des droits avec 3 jours de carence.
si vous êtes en dessous de un plafond annuel sécurité sociale, c'est-à-dire 3 428 € en 2021, vous allez avoir droit avec 3 jours de carence à 50% de ce montant-là qui va s'arrêter à la fin de la première année d'indemnisation par le régime de base. Là, vous aurez une carence de 2 années où vous n'aurez absolument rien si vous n'avez pas pris de couverture supplémentaire par rapport à votre régime de base. Et ensuite, vous aurez quelque chose comme l'ordre un peu moins de la moitié en cas d'invalidité. Donc là, on voit qu'il y a clairement un très gros écart et une carence qui justifie l'écart de prix. C'est-à-dire, d'un côté, vous êtes extrêmement protégé par la convention collective et ce qui s'applique en termes de régime de base et de convention collective complémentaire avec le choix d'avoir la prévoyance et des garanties imposées. Et de l'autre côté, le travailleur non salarié, il est clairement laissé libre de faire ses choix et de faire des bons choix s'il est bien guidé et conseillé, et potentiellement de rien souscrire ou de faire les mauvais choix s'il n'est pas très bien renseigné ou conseillé au début. Et là, le travailleur non salarié va se construire lui-même sa prévoyance, c'est-à-dire que sans qu'on lui impose quoi que ce soit, il va dire, moi j'estime qu'il me faut 75%, 80% ou 100% de la rémunération que je tire d'habitude à maintenir pour maintenir mon niveau de vie si je suis en arrêt de travail, et il va pouvoir à sa main mettre un capital d'essai qui ne va pas être lié à sa rémunération brute, puisque pour le salarié, le capital d'essai est un pourcentage de la rémunération annuelle brute. Pour le travailleur non salarié, c'est un montant forfaitaire fixe, enfin fixe qu'il aura choisi, qui pourra aller de l'ordre de 30 à 50 000 € jusqu'à 1 million, 2 millions d'euros si c'est nécessaire, fonction des besoins. Et bien souvent, ce qui nous guide pour calculer le montant du capital d'essai, ça va être déjà la composition du foyer familial, le nombre d'enfants, l'âge des enfants, ainsi que potentiellement les droits de succession au moment du décès en fonction du patrimoine. Est-ce qu'on a un gros patrimoine immobilier, un gros patrimoine en termes d'entreprise, de part d'entreprise, de part sociale ou autre. Voilà, donc tout ça, c'est à la main du travailleur non salarié. Je vais refermer la parenthèse et le sujet prévoyance en vous indiquant quelque chose qui est extrêmement important et qui est peut-être le point majeur qui va vous aider à trancher entre les deux statuts. Parce que là, on pourrait se dire, effectivement, si d'un côté, il y a 82% de charges sociales et de l'autre côté 45% de charges sociales pour tirer la même rémunération, le choix il est vite fait. Je vais directement sur le statut de travailleur non salarié et je ne comprends même pas pourquoi il y a des présidents de SAS. Et pourtant, si les deux statuts existent, c'est bien qu'il y a des raisons. Et notamment, à mon sens, quand on parle d'assurance de personnes, c'est que le président de la SAS, donc le quasi-salarié, qui se voit accablé par beaucoup plus de charges sociales pour la même rémunération, on ne va pas lui demander quel est son état de santé pour le garantir sur le contrat prévoyance. C'est-à-dire que même s'il a connu des aléas en termes de son état de santé sur des maladies plus ou moins graves, qui peuvent aller jusqu'à un cancer qui est en rémission ou autre, le président de SAS sera couvert par la compagnie d'assurance sans qu'on lui pose des questions sur son état de santé, alors que le travailleur non salarié, au moment de souscrire le contrat, va se voir soumis à un questionnaire de santé plus ou moins poussé et important en fonction des capitaux, ce qu'on appelle les capitaux sous risque. C'est-à-dire que si on vous couvre 500 € d'indemnité journalière mensuelle et 20 000 ou 30 000 € de capital d'essai, ce ne sont pas des montants forcément exorbitants qui peuvent mettre en péril l'équilibre financier de la compagnie d'assurance. Par contre, si on arrive sur des niveaux de rémunération à 10 000 €, même plus, et des capitaux d'essai au-delà d'1 million d'euros, là, la compagnie d'assurance, elle va, en plus du questionnaire de santé de base, si j'ose dire, elle va vous demander d'aller faire des analyses sanguines, d'aller faire un électrocardiogramme à l'effort et va être de manière certaine de votre état de santé avant de vous faire souscrire le contrat. Voilà. Donc, clairement, si on est jeune et en bonne santé, on va aller sur le statut gérant majoritaire. Et puis, si on a eu des soucis de santé ou qu'on avance un peu plus dans l'âge, là, on va pouvoir se poser la question, est-ce que je vais avoir du mal à me faire assurer en tant que travailleur non salarié et du coup, on va avoir tendance à basculer sur le statut de président de SAS ou même, on va aller considérer le coût. C'est-à-dire que
à partir, on va dire, d'une cinquantaine d'années, l'assurance d'un travailleur non salarié, elle commence à peser assez lourd dans le coût de la protection sociale, alors qu'avant cet âge-là, on va considérer que le coût est beaucoup plus dérisoire, en sachant qu'en plus, on a l'avantage fiscal de l'article 154 bis du Code général des impôts, ce qu'on appelle vulgairement la Madelin, qui permet de déduire fiscalement ce qui est versé par l'entreprise dans le cadre de la protection sociale. Donc voilà, je pense que je suis déjà rentré beaucoup dans la technique sur la prévoyance, mais si je devais insister, s'il y avait vraiment un point important, il me semble que c'est celui-ci, de se dire comment je suis protégé et quel est mon statut social en fonction de mon état de santé et de mon besoin en termes de protection sociale en cas d'arrêt de travail, en cas de décès. Donc le deuxième sujet, je vais aller beaucoup plus vite là-dessus, ça va être ce qu'on appelle la complémentaire santé, donc plus vulgairement la mutuelle. La mutuelle, c'est un peu le même schéma que la prévoyance, sauf que la plupart des compagnies d'assurance ne vont pas vous poser de questionnaire de santé pour adhérer quand on est travailleur non salarié. La grosse différence, elle va se faire sur exactement de la même manière que la prévoyance. On va se voir imposer par la convention collective ou tout du moins par l'accord national interprofessionnel qui date maintenant de 2015 de mémoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous laisser le choix sur un niveau minimum de garantie pour les salariés et le quasi-salarié, le président de la SAS en fait partie. Donc là, on va se voir imposer des minimums avec une prise en charge employeur à hauteur de 50%, voire plus, on peut aller jusqu'à la quasi-totalité. Mais on n'aura pas forcément le choix de construire sa protection sociale et sa mutuelle, ou tout du moins, on va se voir imposer des minima. Alors que du côté du travailleur non salarié, eh bien là, clairement, ça va être à notre main à 100%. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller se dire, est-ce que j'ai des besoins spécifiques en optique comme moi? Est-ce que j'ai des besoins dentaires? Est-ce que mes enfants que je vais couvrir en tant qu'ayant droit ont de l'orthodontie? Ou est-ce que je vais avoir des besoins, je ne sais pas, en termes de prothèses ou d'implants dentaires? Est-ce que je vais souvent chez l'ostéopathe et je veux me faire rembourser l'ostéopathe? Donc, tous ces postes-là et tous ces besoins-là sur le statut de travailleur non salarié vont être en totalité à votre main, alors que ça ne va pas être le cas et ça va être régi, donc, comme je le disais, par la convention collective sur le statut quasi-salarié. Ceci étant précisé, je vais conclure sur la partie mutuelle et je vais faire la transition avec le dernier sujet qui est l'aspect retraite. Donc là, je vous ai parlé de votre état de santé à court terme et de la rémunération à court terme et on va regarder à long terme quel est l'impact. Donc clairement, il y a une sorte d'harmonisation sur le régime de base qui a été faite entre les travailleurs non salariés et les salariés. Donc là, je n'ai pas à l'écran de visuel, mais vous imaginez une pyramide avec trois grands niveaux. Le premier niveau de la pyramide, ça va être ce qu'on appelle la retraite de base, avec des trimestres qui sont cotisés. Les trimestres cotisés, pour en avoir 4 à l'heure actuelle en France en 2021, il faut cotiser un peu plus de 1 000 euros brut au trimestre. Je crois que ça fait 6 090 euros exactement à l'année en brut pour avoir 4 trimestres. Donc ça, ce sera valable tant pour le statut travailleur non salarié que le statut salarié. Et après, sur le deuxième étage de cette pyramide-là, vous allez avoir les régimes complémentaires. Donc là, la différence avec vos cotisations, d'un côté, donc à droite, le quasi-salarié, ça va partir dans la caisse qu'on a appelée avant AGIRC et ARCO. Quand on était non cadre, on allait à l'ARCO. Et si on était en tranche B ou bien cadre, on avait des points AGIRC. Il y a eu une fusion au 1er janvier de l'année 2019. L'idée étant d'essayer de rééquilibrer la caisse des non-cadres, donc ARCO, avec la caisse des cadres AGIRC qui était excédentaire alors que l'autre ne l'était pas. Donc on verra. Moi, à mon avis, c'est un ersatz et c'est une solution que provisoire, hein, puisque on a quand même un souci majeur en France avec le régime par répartition, puisque à l'après-guerre, on avait quatre actifs qui cotisaient pour un retraité. Et à l'horizon 2025-2030, on va être quasiment à un actif pour un retraité. Donc, on voit très bien qu'on ne va pas pouvoir tenir l'équilibre ou avec des leviers qui sont au centre des débats à l'heure actuelle de la réforme des retraites. Et on avait un haut commissaire qui a été nommé pour ça. Bon, il y a eu les gilets jaunes et
le coronavirus au milieu, donc ça a été repoussé après la présidentielle de 2022. Mais le problème reste entier, c'est de dire, est-ce que ceux qui cotisent vont devoir cotiser plus longtemps? Est-ce qu'on donne moins à ceux qui partent à la retraite? Voilà, les leviers, ils sont là. Ou est-ce qu'on augmente les charges sociales en sachant qu'a priori, on est déjà sur des niveaux qui sont quasi confiscatoires? Donc, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas de solution, mais je vous donne en tout cas les enjeux des dizaines d'années à venir. Et du coup, pour conclure là-dessus, d'un côté, Agir Carco, quand on est salarié, et de l'autre côté, vous avez des caisses avec la caisse, donc la CNA-VPL pour le régime de base des professions libérales ou les caisses des artisans commerçants, ou alors tout un tas d'autres caisses, je vous les listais, plus d'une cinquantaine, qui vont vous donner droit à des points. Vous allez acquérir des points au moment de la cotisation et vous allez avoir droit à un montant restitué au moment du départ à retraite. Et là, le problème est exactement le même que pour la caisse Agir Carco et que pour le régime des retraites en général en France. C'est-à-dire que chaque année, on a un coût d'acquisition du point qui va augmenter et on va considérer une diminution du coût de restitution du point. Donc, tout ça pour vous dire que les 82% côté droit ou les 45% côté gauche, ils partent dans un pot commun dont on n'est pas bien certain de l'issue. Tout ce dont on est certain, c'est que ceux qui partent à la retraite aujourd'hui, ils auront beaucoup plus que les générations à venir. Et je vais conclure là-dessus. Donc, le troisième niveau de la pyramide qu'on imaginait, il va nous permettre de faire de la retraite supplémentaire. Donc, régime de base, régime complémentaire par point. Et là, on arrive au régime supplémentaire, c'est-à-dire le régime à votre main en tant que chef d'entreprise. Et d'un côté, vous avez le quasi-salarié qui va pouvoir bénéficier davantage au travers de ce qu'on appelle un PER, le plan d'épargne retraite, qui est entré en vigueur le 1er octobre de l'année 2019, avec la partie contrat collectif. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est trop dense et ce n'est pas l'objet là. Et de l'autre côté, le travailleur non salarié qui aura un peu les mêmes avantages et les mêmes potentiels d'optimisation de retraite et de mettre en place des contrats pour recevoir l'argent sonnant et trébuchant à la sortie. Avec quelque chose qui est intéressant, c'est que l'argent qu'on verse, il va être déduit fiscalement par l'entreprise, tant à droite qu'à gauche. Et la quasi-totalité des contrats que vous allez pouvoir souscrire va bénéficier d'une sortie en capital désormais et non plus uniquement en rente. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que vous avez des plafonds distincts en fonction de la colonne de droite et de la colonne de gauche, mais vous allez pouvoir, quand vous aurez lancé votre activité, vous aurez une rentabilité certaine et la capacité en termes de trésorerie de pouvoir venir compléter ce fameux régime de base qui n'est pas évident à appréhender et surtout dont on ne sait pas trop ce qu'il va donner dans les années à venir, par quelque chose de quasi certain à l'échelle de votre entreprise, si j'ose dire. Voilà. Donc, je vais faire une synthèse. Je vous ai parlé de la différence des statuts sociaux, ce qu'il faut bien appréhender, l'état de santé au moment du choix du statut social, et ensuite le fait de se dire que ça a une incidence sur le coût de sortie, le coût de ma rémunération net in the pocket, si j'ose dire. Et ça, écoutez, il faut vous faire aider par des professionnels du chiffre et par des experts comptables dont c'est le métier, et surtout de bien choisir dès le début, en sachant que ce n'est pas irréversible, hein. Vous pouvez changer de statut social en cours de vie de l'entreprise, mais ça va avoir évidemment un coût en termes d'enregistrement au greffe, de montages différents et au niveau de votre bilan pour sortir tout ça au bilan à chaque année. Voilà, écoute François, je vais te redonner la parole. J'espère que vous avez saisi les grands propos. J'espère que vous avez peut-être des questions à nous poser à l'issue et j'espère surtout que j'ai été clair et que je ne vous ai pas endormi sur la digestion. Voilà. Est-ce que vous préférez que François Mathieu poursuive les propos ou échanger déjà avec vos questions? Vous préférez passer au volet risque professionnel? Moi, je peux passer tout de suite, ça dépend des D'accord, participants. oui, Ouais, à ce moment-là, comme vous voulez. les Non, personnes si elles ont des peuvent… questions, non, vous pouvez vous manifester tout de suite si vous avez des questions. Non. Sinon, on continue et puis Bon, on les continue. posera après. Allez, on continue, très bien. Ouais. Oui, donc voilà, Thibaut a très, très bien présenté le volet assurance de personnes. Alors là, vous voyez, lui, il a, la notion de conseil qu'apporte un agent, là, elle va même jusqu'au choix du régime fiscal ou social que vous allez prendre. Alors, et là, sur les biens et les responsabilités,
Ce choix, on ne l'a pas tellement, puisque là, ce qui va compter, ça va être le concret, ce que vous avez sur le terrain, c'est-à-dire comment s'organise votre entreprise en termes de matériel, ou quelles activités vous allez exercer et quelles seront ensuite vos responsabilités. Là, si vous voulez, le devoir de conseil, le conseil qu'apporte l'agent général est plus à comment adapter le contrat d'assurance en fonction de vos besoins ou de la réalité matérielle des faits. On a un peu moins de possibilités d'anticipation, quoique. Je commence à en parler. Donc, en termes d'assurance de biens et de responsabilité, donc je vais d'abord parler des assurances de biens. Tout d'abord, on assure quoi quand on assure bien? On pense d'abord à un bâtiment. Un bâtiment contre les risques traditionnels, l'incendie, le dégât des eaux, tempête, grêle, les catastrophes naturelles ou le vol. Donc, en fait, ça, on s'assure par l'intermédiaire d'un contrat qu'on appelle un contrat multirisque. Et c'est un contrat qui va grouper tous ces événements assurés, qui va détailler quels biens vous exploitez, mais qui également va apporter des petits plus. On va également relever si vous avez dans l'entreprise mis en place des mesures de prévention et de protection. Là aussi, on va vous accompagner. On va vous dire ce qui est faisable déjà, même ce qui est peut-être indispensable selon les activités. On imagine mal une scierie ou un marchand de meubles ne pas avoir un extincteur ou des moyens d'extinction d'incendie dans son magasin. Bon, voilà, ça, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir vous dire dès le départ lorsque vous comptez monter votre projet. Les assurances multirisques, il y en a un paquet. Il y a les assurances multirisques pour des commerçants. Et là, j'entendais tout à l'heure qu'il y avait donc quelqu'un du monde agricole. Il y a une multirisque spécifique pour les agriculteurs. En fait, l'assureur va s'adapter à vos activités. C'est pour ça que je ne vais pas être précis pour chaque type d'activité différente, mais on va essayer d'évoquer le cadre global. Donc, je viens de parler des bâtiments. Également, on va devoir chiffrer avec vous vos valeurs en termes de mobilier et de matériel professionnel pour les intégrer également dans les assurances multirisques. Et là, je veux dire, chiffrer avec vous, c'est assez important, puisque de ce chiffrage va dépendre l'indemnité auquel vous aurez droit en cas de sinistre. On va adapter ces montants de garantie en fonction du sinistre, de l'événement que l'on va chercher à couvrir. En incendie, il est certain qu'on va couvrir la totalité des existences matérielles sur les sites. En dégâts des eaux ou en vol, on va regarder votre sensibilité sur ces événements-là et on va pouvoir éventuellement diminuer les montants de garantie ou les adapter. Et également, vous proposer également des moyens de protection pour le vol, j'en parlais. Les marchandises, alors c'est différent du matériel et du mobilier. Les marchandises, c'est des biens que vous achetez pour ensuite les transformer ou les revendre en l'état. Certaines sont plus ou moins recherchées en termes de vol, certaines sont plus ou moins sensibles aux méthodes de conservation. Donc voilà, on va également y prêter notre attention. Je pense en agricole aux chambres froides ou en restauration par exemple. Donc on peut les couvrir contre les ruptures en tout cas la perte du froid. Voilà, on va faire attention à l'évaluation des marchandises également. Une fois qu'on a couvert ces bâtiments, ces matériels, ces marchandises contre un dommage direct, donc je dis d'incendie, dégâts des eaux, il faut également couvrir votre entreprise si jamais cet événement arrive, que vous perdez vos bâtiments matériels et que vous ne pouvez plus travailler. Là, on va vous proposer une assurance de perte d'exploitation. Les pertes d'exploitation, ça a pour vocation à combler le chiffre d'affaires que vous ne ferez pas pendant le temps des travaux. Donc, le chiffre d'affaires, ce n'est pas tout à fait le vrai terme. Le vrai terme, c'est la marge brute, c'est-à-dire on prend votre chiffre d'affaires ou du moins le prévisionnel et on va retirer les charges variables. C'est les charges que vous n'avez pas typiquement si jamais votre entreprise est fermée. Donc, ce montant de garantie est important, doit être bien déterminé. Il faut regarder aussi la sensibilité de votre entreprise et les délais de reconstruction. Si vous êtes en pleine, si on peut dire, assez accessible, on peut viser 12 ou 18 mois. Vous êtes en altitude, soumis aux aléas climatiques, de manière sinistre, ça risque d'être assez compliqué d'avoir les permis de construire rapidement ou de faire venir les entreprises et de tout reconstruire en 12 mois. Là, on va porter la garantie sur 24 mois. De même, je ne sais pas quels sont vos projets exactement, mais si dans votre entreprise, il y a une machine qui est très importante, il va falloir peut-être l'assurer directement. Donc, pour ça, on a de l'assurance bris de machine, puisqu'on va la couvrir contre la casse directe. Et si ce bris de machine survient, on peut éventuellement également payer les pertes d'exploitation, le chiffre d'affaires que vous ne ferez pas, le temps que cette machine soit réparée. Ça, bien entendu, ça sous-entend que votre professionnel d'assurance vienne sur place,
ou en tout cas une idée suffisamment précise de ce que vous avez, la visite est vraiment conseillée ou quasiment systématique, hein. Mes collègues et moi, on fait ça la plupart du temps. C'est le bon aspect de notre métier d'aller chez les clients et de vérifier. Mais voilà, notre présence est vraiment nécessaire, voire indispensable. Et il peut paraître difficile de s'assurer à distance pour ce type de biens et de risques-là. Je parlais vite fait des pertes d'exploitation. Également, si vous faites des travaux d'une certaine importance, vous n'allez pas forcément couvert par votre multirisque, il faudra prendre une assurance dommage-ouvrage ou tout risque chantier qui va couvrir les sinistres qui surviennent pendant ces travaux-là, mais qui va également garantir le pendant de la responsabilité du constructeur pendant 10 ans, c'est-à-dire la garantie que les travaux soient conformes et ne mettent pas en péril le bâtiment. Ça s'appelle une assurance dommage-ouvrage. Je vous ai parlé du Brin Machine. Peux vous parler également des événements qui ressemblent un peu. C'est les dommages électriques, c'est les surtensions qui vont atteindre donc, soit des appareils informatiques, soit des machines. On en a souvent chez nous, ce sont les orages qui créent des surtensions et des variations d'électricité qui rendent sensibles certains appareils. Voilà, pareil, il faut pas forcément qu'on les lise précisément, mais qu'on ait une idée du nombre de matériel dans votre entreprise qui serait susceptible de griller et d'être important pour vous. On les chiffre et on donne une garantie pour ces biens-là. Vous pouvez également avoir dans vos locaux ou aller chez des clients et avoir du bien qui vous est confié par vos clients. Soit dans un dépôt de biens que vous engagez à revendre, soit des biens que l'on vous remet pour lesquels vous allez travailler. C'est l'exemple du garagiste qui prend la voiture de son client le temps de la réparer. Là, si vous voulez, vis-à-vis du client qui vous confie son bien, vous avez une notion de responsabilité, mais du moment que c'est un bien qui vous est confié, l'assureur va devoir plus avoir une notion d'assurance de bien, c'est-à-dire comme si vous en avez la garde, on va l'assurer ce bien-là comme si c'était le vôtre. Donc, il va falloir qu'on les évalue et qu'on détermine le montant là-dedans, d'assurance pour cela, pardon. J'ai parlé des marchandises tout à l'heure, on peut encore parler du transport, de l'assurance transport. Voilà, bon, le sujet est très vaste puisque c'est un régime un peu particulier, le transport. Les transporteurs ont des responsabilités qui sont encadrées. Donc, si vous faites transporter des biens, vous n'êtes pas forcément totalement couvert, même assez peu. Donc, vous pouvez prendre des assurances transport pour cela. Et puis, inversement, si par contre vous transportez vos propres biens, il faut donc soit augmenter l'assurance pour ces biens transportés dans le contrat automobile, soit faire des contrats spécifiques. Dans l'entreprise, il y a aussi des catégories de biens un peu particuliers, notamment les espèces, les fonds et valeurs. Les contrats multirisques posent des sous-limitations. Donc, il faut bien vérifier que cette sous-limitation ne soit pas sous-dimensionnée par rapport à votre besoin. Puisque voilà, les espèces, on sait bien, c'est recherché pour être volé. Donc voilà, il faut à la fois les protéger suffisamment et les garantir suffisamment également. Un nouveau, quelque part, volet d'assurance qui émerge depuis quelques années maintenant, mais qui est assez peu répandu, et pourtant le risque est bien là et pose de soucis à pas mal d'entreprises, y compris des assureurs. C'est le risque cyber, c'est la malveillance. Demain, vous êtes victime sur votre matériel informatique, vos données stockées d'un acte de malveillance. Croyez-moi, vous n'êtes pas embêté qu'un jour ou deux. Ça peut être une entreprise qui s'arrête complètement. Il y a des assurances pour cela. Quand on la met en place, on fait d'abord un bilan des protections actuelles. Puisque c'est bien d'avoir une assurance, mais si on n'a pas les moyens de vous aider à restaurer les données, ça risque d'être compliqué de vous remettre en ordre de route. On va pouvoir verser une indemnité, certes, mais le but est de retrouver un état initial. Donc, on va vous accompagner, vérifier avec vous si vous avez des moyens de protection suffisants. Et après, on mettra en place un contrat qui vous couvrira à la fois vous, parce que vous avez perdu vos fichiers clients, par exemple, à la fois votre responsabilité, parce que si vos clients, je ne sais pas, comme moi, par exemple, mes clients peuvent me confier des données personnelles, je les perds, ça risque de mal se passer pour moi, je vais être attaqué, donc je peux être garanti pour cette responsabilité civile-là. Voilà, et puis pour tous les frais d'intervention des informaticiens pour récupérer les données. Ça, c'est l'assurance cyber. Je n'ai pas parlé, je pense que ce n'est pas forcément utile de parler de l'assurance automobile. Je reviens vite sur le bâtiment. Il est important, si vous êtes locataire ou propriétaire, que l'on puisse voir si vous êtes locataire, pardon, que l'on puisse voir le bail. Dans le bail, il y a des clauses d'assurance qui, soit il n'y en a pas de spécifique et
on va dire le locataire assure ses biens et sa responsabilité vis-à-vis du propriétaire, soit il y a des clauses qui vont vous imposer d'assurer également les murs, ou inversement, qui vont interdire à l'assureur qui vous couvre d'agir contre le propriétaire si l'incendie est de sa faute. Et ça peut être des événements aggravants, bien gênants en cas de sinistre si on n'en est pas informé, ou en tout cas si on ne vous a pas conseillé au moment de la rédaction du bail. Donc voilà, quand vous êtes en phase de création, n'hésitez pas à communiquer avec nous sur votre futur statut. Si vous avez la chance de pouvoir être propriétaire des locaux, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une SCI, il y a un montage à faire qui s'appelle l'assurance pour compte avec communauté d'intérêt. En particulier, c'est-à-dire c'est l'entreprise qui exploite qui va s'assurer elle-même également assurer les murs à son compte. C'est très souvent utile de le faire, surtout pour une histoire de charge, hein, puisqu'on transfère plus de charges sur l'exploitant que sur le propriétaire. Voilà, donc ça fait partie des points d'attention que l'on évoque sur place en même temps que tout ce qui est prévention et protection contre l'incendie ou le vol. Je pense avoir fait le tour des assurances de biens. La responsabilité. Alors, je n'ai pas parlé spécifiquement des biens pour les agriculteurs, mais c'est très vaste, hein. Voilà, on va essayer d'être un peu généraliste, mais voilà, il y a aussi de quoi dire également chez les agriculteurs. Les responsabilités. Donc là, l'important pour nous, agents, c'est de cerner exactement ce que vous allez faire. Avoir par le biais d'une communication, comprendre bien quel est votre process de fabrication, qu'est-ce que vous vendez, quel service vous apportez à vos clients. Avec ça, on va pouvoir mettre en place un contrat de responsabilité civile adéquat. Alors, soit c'est une petite activité de commerce classique au détail, cette assurance responsabilité civile est incluse dans les contrats multirisques, soit c'est spécifique, et dans ce cas-là, on a des contrats spécifiques pour cela. Donc, votre responsabilité, elle peut être engagée d'une manière, on va dire, assez générale suite à un incendie, dégâts des eaux des locaux. Ça va être assuré sur les contrats multirisques. Votre responsabilité peut être engagée en dehors de toute activité professionnelle. Vous avez quelqu'un qui rentre dans le magasin, un tiers qui passe, et il glisse, par exemple, sur la terrasse d'un restaurant. Il ne venait pas forcément consommer, il a glissé là. On a pu être condamné parce que le personnel n'avait pas nettoyé la glace qui s'était formée l'hiver sur une terrasse. Donc, vous pouvez être inquiété pour ça. Ça, votre responsabilité civile vous couvre. Vous pouvez être également éventuellement responsable de dommages et d'atteintes à l'environnement. Alors, on parle d'atteinte accidentelle et soudaine ou éventuellement graduelle. Graduelle, c'est une fuite de cuve enterrée, hein, par exemple, qui survient petit à petit dans le temps, ou accidentelle, une rupture suite à je sais pas, un mouvement d'un engin. C'est des assurances qui font partie des garanties qui font partie des assurances classiques, mais avec un régime à part, puisque l'atteinte à l'environnement est encadrée, strictement encadrée. Donc, on prévoit des garanties spécifiques pour cela. Si vous avez une activité où vous êtes soumis à déclaration ou autorisation de la part de la préfecture, il faut également nous en avertir, on en discute et on met en place des montants de garantie appropriés. Votre entreprise peut être également responsable des faits de votre personnel. Alors, soit le personnel qui cause dommage à des tiers, vous êtes totalement responsable, on vous couvrira pour cela, mais il y a également un régime assez important qui s'appelle la faute inexcusable. C'est l'employeur qui va être condamné si jamais il a mis en péril ses salariés dans le cadre de leur travail. Alors, mis en péril, ou en tout cas pas pris en compte suffisamment les mesures de sécurité. L'employeur peut être poursuivi et donc être amené à indemniser ses salariés du fait des dommages qu'ils ont subis. Voilà, c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant, d'autant que l'employeur, là, dans ce cadre-là, il a ce qui s'appelle une obligation de sécurité de résultat. Quoi qu'il se passe, vos salariés doivent être en bonne situation, en sécurité. Donc, ils auront une facilité à recourir contre vous si vous n'avez pas mis en place les moyens nécessaires et, en tout cas, fait en sorte que le résultat soit atteint. Si votre responsabilité civile peut être également engagée en tant que sous-traitant, ce n'est pas parce que vous êtes sous-traitant que c'est le donneur d'ordre qui va vous couvrir. Non, non, non. Vous faites des travaux, vous percevez une rémunération pour cela, vous êtes responsable pleinement. Voilà. Puis après, vous pouvez avoir sur des engins de manutention, des véhicules personnels des salariés, éventuellement utilisés pour le bien professionnel. Là également, il faut vous couvrir. Donc, il faut éviter à tout prix. Il vaut mieux éviter de faire utiliser le véhicule personnel du salarié pour les biens de travail parce que vous avez
pas la vue sur son contrat d'assurance, vous ne savez pas s'il est adapté. Mais si jamais c'est le cas, il y a des assurances spécifiques pour cela et il ne faut pas les souscrire. C'est quand même assez important. Là, on a parlé de la responsabilité civile pour les dommages qui surviennent avant la livraison d'un produit, avant la réalisation de la prestation. On distingue ça en assurance, puisque la deuxième partie des assurances responsabilité civile sont dites des RC après livraison ou RC produit. Là, c'est le produit que vous avez fabriqué qui va causer des dommages, ou plusieurs dommages. Donc là, on va devoir également chiffrer à peu près, chiffrer plutôt assez exactement en prenant des marges, le risque que vous pouvez faire courir à vos clients. Alors, si vous faites de la vente au détail, c'est assez limité, mais prenez par exemple un fabricant de vêtements, voilà, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de risque de transmission de maladie ou autre à sa clientèle. Également, par exemple, un viticulteur qui vendrait des bouteilles de vin dans lesquelles il y aurait des résidus de verre. Voilà, donc il faut à la fois pouvoir indemniser les victimes et surtout prévoir les frais de retrait de ces produits-là, donc pouvoir les tracer et pouvoir intervenir pour les retirer la circulation. Donc ça, c'est la garantie frais de retrait qui est en option et qui est souvent nécessaire aussi. D'une manière plus générale, en responsabilité civile, après, on a ce qui s'appelle la responsabilité civile professionnelle. C'est un très grand cadre. C'est en fait c'est la prestation pour laquelle votre client vous a demandé d'intervenir, vous la faites mal. En tout cas, elle n'est pas faite à la hauteur des normes en place. Et donc, il va falloir soit refaire les travaux, soit payer les conséquences dommageables de votre intervention. Pour un constructeur, ça s'appelle, une entreprise de la construction, ça s'appelle la responsabilité civile décennale. On l'appelle comme cela parce qu'elle est encadrée par la loi. Et d'ailleurs, c'est la loi qui va rendre obligatoire bon nombre de professions, rendre l'assurance obligatoire dans bon nombre de professions. Je crois que le nombre, c'est pas loin de 100. Je crois qu'il y a plus de 90 assurances professionnelles obligatoires en France. Alors, ça va du constructeur, ça va à la vente de voyage, tout ce qui est obligation, les métiers du chiffre, du droit, les devoirs de conseil. Il y a vraiment beaucoup de profs. Moi-même, on fait partie de professions où on doit être assuré en responsabilité civile professionnelle pour des montants bien déterminés. Voilà, donc il faut faire le point avec votre assureur sur l'activité que vous en comptez faire. Je prends l'exemple par exemple d'un hôtel, mais demain, il se met en plus de sa prestation d'hébergement, à vendre un forfait de ski, il est obligé d'avoir une responsabilité civile de vente de séjour. Donc, on ne le voit pas venir comme ça, mais il faut bien penser à être complet dans la présentation de vos activités à votre assureur. Là, j'ai fait le tour globalement des assurances de responsabilité de l'entreprise. Il y en a une dernière, et pas des moindres, c'est la responsabilité personnelle du dirigeant. Ce n'est pas parce que vous allez exploiter sur une SARL, une société à responsabilité limitée, que vous, personnellement, vous ne pouvez pas être inquiété. En tant que dirigeant d'une entreprise, vous avez une responsabilité qui est de bien gérer cette entreprise-là. Vous faites une faute ou une erreur qui va causer un préjudice à un client, à un tiers ou même à vos associés. Ces personnes-là pourront agir contre vous. Il y a un régime juridique qui s'appelle la responsabilité civile du dirigeant des mandataires sociaux, qui leur permet. Et les contrats d'assurance permettent de se prémunir contre cela. Exemple, une entreprise d'une SARL du bâtiment qui, je ne sais pas, n'a pas payé sa cotisation d'assurance, a oublié de s'assurer en décennale. Le client n'est pas content, les travaux sont mal faits. Il ne va pas pouvoir se tourner vers un assureur décennal, mais il va se tourner contre le gérant personnellement parce qu'il n'avait pas d'assurance obligatoire. Voilà pour la responsabilité civile. Je parle vite fait de la protection juridique. J'en parle maintenant volontairement puisqu'on fait souvent un peu l'amalgame. Une protection juridique, c'est quoi? C'est un contrat d'assurance qui vous couvre en cas de litige avec un tiers. Alors, un litige, ce n'est pas un dommage. Vous n'avez pas cassé la jambe à quelqu'un. Non, vous avez un désaccord juridique avec un tiers, un client, un fournisseur. L'objet de cette protection juridique se fait en plusieurs étapes. D'abord, il vous conseille. Il vous dit si vous êtes dans votre bon droit ou pas. Ensuite, les juristes peuvent mettre en cause la personne si vous estimez victime, ou inversement, ils prennent en charge votre défense si c'est à vous qu'on cherche ce litige. Et éventuellement, on va en justice et ils prennent en charge des frais d'avocat avec soit des avocats agréés, ça se fait de moins en moins, soit avec des remboursements à hauteur de barème. Voilà. J'ai essayé d'être assez général sur le domaine.
sur les assurances de biens. Alors, il y a autant d'assurances de biens que type d'activité différentes. C'est pour ça qu'il est difficile d'être très précis. Mais voilà, n'hésitez pas à me poser des questions avec vos cas particuliers si vous le souhaitez. Très clair, mais on voit que le sujet est vaste et que ça nécessite vraiment de travailler avec son partenaire assureur et d'être surtout très transparent par rapport au déroulement de l'activité, en fait, et à la situation de chacun. Enfin, c'est du sur-mesure. Hein. Oui, C'est alors de je peux la... me permettre, quand on fait un rendez-vous dans une entreprise, il nous faut 1 heure, c'est vraiment, Ah selon oui. la taille, hein, mais c'est vraiment un minimum, déjà pour faire un tour des locaux et voir matériellement ce qu'il y a. Ensuite, pour embrayer sur la question de l'activité. Et si on, plus on complète avec les conseils de Thibaut, oui, Mm, on a pour un bon moment de travail, mais il vaut mieux anticiper dès le départ, prendre des complètement. conseils au bon moment, bien monter le contrat que d'avoir de mauvaises surprises. Et ces mauvaises surprises sont d'ailleurs, on va dire, la rançon on va dire, de la bonne renommée des assureurs, quoi, de la bonne renommée, plus ou moins bonne, en tout cas, les bruits qui peuvent courir, mais voilà, c'est souvent un problème d'anticipation, de manque de Mm. conseils qui ont généré cela. Oui, ou parfois, moi, j'ai pu constater des oublis d'informations aussi à l'assureur. Hein. On change du matériel. Enfin, voilà, il y a aussi des fois Oui, ou des choix qui ont été faits et une difficulté qui se rencontre après. c'est ça. Est-ce que les participants ont des questions peut-être? Oui, bonjour, c'est Alix. J'aurais une question plus pour Thibaut, savoir s'il y a des choses particulières à savoir en cas d'arrêt de travail lié à une grossesse pour les femmes. Est-ce que du coup un statut est plus intéressant qu'un autre ou pas? Euh, alors, clairement, il faudrait que j'aille vous chercher les éléments, hein, parce que je vais vous dire ce que je connais de mémoire. Mais si vous êtes dans le cadre d'une grossesse, je veux dire classique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de complications, vous allez travailler quasiment jusqu'au bout et vous allez avoir votre arrêt maternité suite à la naissance, il n'y a pas vraiment de statut plus ou moins avantageux. C'est-à-dire que vous avez des forfaits qui sont encadrés par le régime de base. Alors, j'ai à peu près la CPM en tête, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais si vous tapez amélie.fr, donc sur le statut quasi salarié, et vous tapez indemnité grossesse et naissance, vous aurez tout très rapidement. Après, j'ai de mémoire aussi la Carpinco là, pour des infirmières et des kinés. Je sais que c'était à peu près du même ordre. Pour vous répondre et pour être factuel, là où il y a un enjeu, c'est si vous avez une grossesse pathologique avec des soucis bien spécifiques, bah là, il va falloir, et que vous êtes travailleur non salarié, là, il va falloir clairement aller bien voir dans les lignes spécifiques des dispositions générales les garanties qui sont prévues ou qui sont exclues dans chaque contrat. C'est-à-dire que là, ça va être fonction clairement de la compagnie d'assurance que vous choisissez qui va donner, entre guillemets, les règles du jeu. Donc moi, là, pour ma compagnie mandante, je vois très bien les 10 ou 15 postes et pathologies qu'on identifie très clairement pour les indemniser en cas d'arrêt de travail, et ce qui veut dire que tout le reste est exclu. Donc, si vous avez des contractions ou autres, mais qu'il n'y a pas de pathologie spécifique, bah là, l'assureur risque de vous dire, si vous êtes travailleur non salarié, il risque de vous répondre, bah, écoutez, madame, nous, on ne prend pas en charge votre arrêt de travail qui est lié à la grossesse parce qu'on considère qu'elle n'est pas pathologique. Donc, je sais que c'est un peu compliqué. Moi-même, à titre personnel, je l'ai éprouvé avec mon ex-femme aujourd'hui, mais on avait eu des gros soucis avec mon second. Elle est restée hospitalisée pendant 2 mois à Marseille. On a failli perdre le petit. Et c'est vrai que moi, mon intuition, c'est que la convention collective et le régime de base des salariés ou des quasi-salariés doivent donner plus de protection si vous êtes dans un cas de figure où il n'y a pas de grossesse pathologique. Où il y a une grossesse pathologique, pardon. Si vous êtes dans les clous, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas trop d'incidence l'un ou l'autre côté. Par contre, je pense que vous êtes mieux protégé au régime général que si vous êtes travailleur non salarié. Voilà. Après, il faut mettre des chiffres et selon votre projet, je peux vous aider ou même vous renseigner auprès de vos conseils habituels. Mais voilà. D'accord, merci beaucoup. Christelle ou Cindy, vous avez des interrogations sur les différents sujets qui ont pu être abordés? Oui, bonjour, c'est Cindy.
J'aurais une question notamment pour Mathieu, c'est plutôt au niveau du matériel et de la location d'un local, par exemple. Dans le cadre d'une entreprise artisanale, quel est vraiment le bon moment pour souscrire à une assurance? Est-ce qu'on doit acheter au préalable, par exemple, tout le matériel, ou est-ce qu'il faut vraiment l'assurer avant de l'acheter, enfin, notamment au niveau du vol, etc. Enfin, on cherche vraiment le bon moment pour démarrer, on va dire, un contrat d'assurance spécifique, en fait, en tout cas pour le matériel. Oui, alors je me permets de sourire parce que on travaille dans l'urgence quasiment tout le temps, parce qu'on nous prévient souvent un peu tard ou au dernier moment. Alors des fois, il peut y avoir des cas un peu particuliers qui nous demandent du temps pour monter le contrat. Donc on aime bien être prévenu, on va dire, le plus tôt possible, ou en tout cas au moins 15 jours, au moins 15 jours avant. Bah, déjà pour qu'on puisse connaître le local, monter un projet. Et puis, si vous voulez préparer un projet, s'il y a besoin de modifier le contrat, on a la possibilité de le faire. Vous savez, les compilations, c'est mettre des bons pavés, mais nous, en tant qu'agent, on peut un peu les amender. Ça passe avec des entretiens et des négociations avec la compagnie, donc on a besoin un peu de temps pour ça. L'idéal, c'est qu'on ait le temps de faire cet entretien, d'avoir l'accord principe de la compagnie d'assurance, et vous, quand vous achetez un coup de fil, on prend la garantie. Là, tout le monde est serein. Il n'y a pas de période de non-garantie. C'est bien mieux comme ça. Donc, je dirais 15 jours, c'est un minimum. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord, merci. Je vous en prie. Peut-être pour continuer sur cette notion de local et de matériel, est-ce que vous avez aussi un regard par rapport à à l'agencement ou à l'aménagement du local? Je pense en particulier à tout ce qui est matériel de sécurité selon la nature de l'activité. Est-ce que aussi, selon les activités, vous êtes attentif à ça ou vous préconisez des installations particulières? Oui, alors voilà, j'en ai pas parlé parce qu'il faut être dans le détail, mais en fait, selon l'activité, on va s'orienter vers tel moyen de protection. Euh, on prend l'exemple d'un petit commerce en centre-ville. Bon, voilà, et s'il a des salariés, on va parler des extincteurs et le contrôle électrique parce que c'est obligatoire vis-à-vis de ses salariés. Nous, en termes d'influence sur le risque d'assurance, ça ne changera pas beaucoup. Par contre, je vais voir un garagiste qui a du matériel motoculture, c'est très volé. Euh, je vais faire vraiment le tour de toutes les portes, fenêtres, voire même les matériaux de construction. Et on va aller jusqu'à conseiller une entreprise qui va poser une alarme avec de la télésurveillance. Alors, si je veux être assez précis sur le vol, voyez les marchandises, le contenu que vous avez. Bon, personne n'est à l'abri d'un vol, surtout d'un vol de caisse en commerce. Voilà. Et là, c'est pas très courant, mais ça devient un peu. Par contre, par rapport à si vous avez des marchandises sensibles, voilà, faut pas hésiter à bien mettre en place des protections. C'est graduel. C'est d'abord, on s'attaque à ce qu'on appelle, nous, des protections mécaniques. C'est comment votre bâtiment est protégé. Donc, on va dire des portes pleines, de serrures, pas n'importe quel type de clé. Donc, il y a des certifications là-dessus. C'est la FNOR, donc c'est norme A2P, une étoile, deux étoiles selon les modèles. Alors, ça coûte des sous, hein, les mesures les serrures très sécurisées. Là, je parle des portes, mais les fenêtres, on a souvent tendance à dire ah, ben ça, c'est un verre sécurité, il n'y a pas de souci. Non, verre sécurité, c'est pour protéger les personnes en cas de casse, pour éviter que ça coupe les gens. Un voleur, il pénètre très facilement. Les vrais verres agréés coûtent assez cher. C'est pour ça que c'est des verres anti-effraction et désignés tels quels. Voilà, le mieux, c'est des rideaux métalliques, des barreaux devant. Bon, ce n'est pas forcément adapté à tous les commerces, mais voilà, faut réfléchir sur le moment. Et l'alarme vient ensuite, après cette protection mécanique-là. Des fois, l'alarme peut compenser une impossibilité, par exemple, à mettre des barreaux, mais on a d'abord là le réflexe protection mécanique et ensuite alarme. Voilà. Alarme, quand je dis alarme, je pense télésurveillance, hein, parce que l'alarme qui filme le voleur et vous le voyez partir avec vos marchandises, bon, c'est bien si vous le connaissez, mais sinon, voilà, votre marchandise est dans la nature, surtout si ça vous avertit vous-même sur le portable et que vous le mettez en mode avion pour dormir tranquille la nuit, voilà, ça ne servira pas à grand-chose. La télésurveillance, c'est une prestation supplémentaire avec des entreprises qui interviennent dans le département. Alors, il y a un coût, un abonnement mensuel, mais il y a un téléopérateur qui voit ce qui se passe chez vous et dès qu'il a levé le doute, il appelle les gendarmes. Ça peut aller très vite. Et franchement, pour l'avoir mis en place chez quelques clients, ça diminue, non seulement ça refroidit, ça arrête les entreprises qui subissaient vraiment souvent des vols, il n'y en a plus, et ça refroidit vraiment bien les voleurs. Ouais.
On ne vous entend pas. Ah, pardon. Voilà, Oui, c'est bon. merci. Je propose à Estelle, je ne sais pas si elle avait des besoins spécifiques ou une question particulière en fonction de votre activité. Non, bon, c'est que c'était très, très clair. Concernant les conjoints collaborateurs, Thibaut, je ne sais pas si c'est un sujet que les participants peuvent avoir en tête. En fait, si le conjoint participe à leur future activité, si c'est une de leurs idées, il y a aussi voilà, une protection particulière à envisager éventuellement. Oui, alors, effectivement, là, on est sur un sujet très pointu dans le sens où il y a pas mal de variantes possibles. Il faut pas, souvent, on fait un amalgame entre je travaille avec mon conjoint et le statut qui est un statut C'est social ça. de conjoint collaborateur, qui est un statut qu'on voit finalement assez rarement parce qu'on peut préférer à tort ou à raison par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment au niveau du coût, charge sociale et de la protection sociale d'un point de vue général. On choisit assez souvent le conjoint et quand c'est l'épouse, hein, je ne veux pas stigmatiser ou avoir des propos misogynes ou quoi que ce soit, mais bien souvent, monsieur est travailleur non salarié et madame est salarié. Salarié non cadre ou cadre fonction des responsabilités qu'elle a dans l'entreprise. Alors, c'est pas forcément opportun. Moi, je suis pas forcément d'accord de dire faire un copier-coller de cette situation-là. Disons que c'est peut-être des habitudes et des facilités qui sont prises dans le temps, notamment sur les sociétés holding. On va retrouver ce montage-là. Après, bah, il faut se poser la question il faut se poser les bonnes questions en fait. Les bonnes questions qui sont est-ce qu'on va avoir un décalage de rémunération réel? Est-ce qu'on va avoir un décalage de responsabilité, un décalage de productivité dans l'entreprise, un décalage de temps passé dans l'entreprise? Quelles sont nos attentes en termes de rémunération? Quels sont nos besoins en termes de couverture et de garantie? Quel est notre régime matrimonial? Parce que si on est en communauté universelle, en communauté réduite aux acquis, en séparation de biens, il y a, tous ces cas de figure-là ont des réponses différentes. Et au final, il faut se faire aider pour peser les enjeux avec toujours pareil, un expert comptable, un professionnel du chiffre et un assureur à côté. Une fois que vous posez les bonnes questions et que vous répondez à peu près à tous les sujets que je viens d'aborder très rapidement, là, vous pouvez tirer des conclusions et dire il vaut mieux être dans cette case-là que dans cette case-là. Il n'y a pas de vérité absolue. Pour aller spécifiquement sur le statut du conjoint collaborateur, simplement, il faut faire attention de bien choisir et d'avoir connaissance des options. C'est-à-dire qu'on peut dire, OK, je prends le conjoint collaborateur, mais de base, de mémoire, on va être sur un tiers de la rémunération déclarée ou des avantages qui le sont par le conjoint qui est l'exploitant principal, si j'ose dire, avec le statut TNS. Il va y avoir la fusion du numéro de sécurité sociale sur le conjoint. Enfin, tout un tas de sujets qui peuvent paraître être de l'ordre du détail, mais qui n'en sont pas du tout dans la gestion au quotidien, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est très complexe et je ne voudrais pas rentrer trop dans les détails, mais choisissez bien les options pour la ventilation des charges sociales et des avantages du coup, notamment retraite, si vous prenez le statut conjoint collaborateur. Et surtout, posez-vous les bonnes questions parce qu'on le voit assez peu et ce n'est pas toujours opportun de le monter comme ça, notamment si on anticipe quelque chose qui est commun désormais dans notre société, qui est la séparation et le divorce. Parce qu'on peut très bien exploiter la même entreprise et avoir une photographie à un instant T, ne pas anticiper une séparation à titre personnel et particulier et qu'il y aura des incidences énormes, tant sur la répartition des parts quand on a un nombre de parts pour chaque personne physique dans l'entreprise que pour le statut du conjoint collaborateur par rapport aux droits et à tout ce que ça implique derrière, quoi. Voilà. Tout à fait. Mais je pense qu'effectivement, enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres questions parmi les participants, mais vous avez touché de près le sujet qui est en fait vraiment une étude approfondie des activités que les porteurs de projets ici présents envisagent et surtout voilà, une sorte de checklist en fait qu'on passe en revue tous les points à étudier à la fois sur les risques au regard des biens que sur le dirigeant, l'homme clé, en fait. Voilà, pour vraiment
arriver à étudier l'ensemble des étapes ou des couvertures et des risques qui peuvent naître à une situation court terme ou moyen terme, en effet, sachant que les choses peuvent être évolutives. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous-même, vous vouliez rajouter quelque chose? Je pense que j'ai oublié quelque chose d'assez important, oui et non. Vous savez, souvent, on compare des contrats d'assurance uniquement avec un projet qui fait 3-4 pages. Bon, c'est une base, c'est vrai, mais les assureurs, eux, ils donnent des dispositions générales. Alors, je ne demande pas à chaque personne, chacun a sa spécialité, d'être un connaisseur de ces bouquins entre 30 et 100 pages des fois, mais là-dedans, il y a quand même des choses assez importantes. Et le fait d'avoir un professionnel, il va aller sur le terrain, quand je parle d'un local, ou connaître la personne pour adapter son besoin, son état de santé ou sa situation familiale. Il y a des choses qui nous sautent aux yeux. Moi, j'ai vu un bâtiment il n'y a pas longtemps, le toit était en fibro-ciment pas terrible. Bon, dit comme ça, c'est pas un souci. Ben non, parce que quand on a garanti un bâtiment, on a des frais de démolition et des blés qui peuvent être limités. Et quand on a un toit fibrociment à démonter sur un terrain sinistre, ça coûte autant cher le démontage que d'en refaire un nouveau. Donc, certains contrats peuvent vraiment laisser des trous de garantie. Voilà, ça, c'est un exemple bête, mais un trou de garantie de plusieurs dizaines de milliers d'euros, hein, c'est pas rien. Donc, voilà, c'est ces petits plus-là qu'on peut vous apporter, qu'un agent général peut vous apporter sur le terrain, parce que voilà, il connaît son contrat et il sait l'adapter. Alors, comment retrouver potentiellement pour les participants l'agent général qui saura lui apporter ce conseil? Est-ce que vous pouvez communiquer une liste des agents généraux membres du syndicat professionnel, par exemple? Oui, je peux vous faire passer ça. J'ai la liste de nos adhérents. Je peux l'envoyer volontiers. Oui. Bah, je ne sais pas si Ouais. ça peut intéresser les personnes, mais… Oui. Après, on est une trentaine d'agents dans le département. Bon, il y a 60-70 salariés de ces agents-là. Mais voilà, on est un peu tous répartis dans les 4-5 grandes villes ou villages de vos départements. Très bien. Bah, écoutez, je pense que ça peut être une bonne option et si les personnes le souhaitent, on pourra diffuser cette liste, au contraire. Oui. Il y avait d'autres points que vous souhaitiez aborder. Thibault, vous avez d'autres points qui vous paraissent utiles à préciser? Sinon, je crois que voilà, il est 15h15, on aura déjà bien partagé. Je vous remercie de l'attention d'Estelle, d'Alix et de Cindy. Et j'espère que ce sera visionné en replay pour ceux qui auraient des besoins. Et voilà, l'idée, moi je rejoins complètement François, c'est de se dire que pour être bien assuré, il faut quelqu'un qui nous connaisse, quelqu'un qui soit potentiellement localement implanté, qu'on puisse trouver le cas échéant, parce que même si on est dans une ère numérique et de digitalisation, c'est facile de souscrire des contrats en signature électronique à distance en dehors du département. Voilà, et la question, c'est quel est le suivi derrière? Qu'est-ce qui se passe le jour où il y a un sinistre? Est-ce qu'on me connaît? Est-ce qu'on va pouvoir me suivre quand il y a des changements majeurs? Est-ce qu'il va y avoir de la réactivité? Donc, je ne vous dis pas que nous sommes parfaits à l'échelon local, hein. On travaille chacun avec nos compagnies mandantes et même avec le syndicat des agents généraux pour se dire comment on peut redorer notre blason, améliorer notre image. Moi, je pense que ça passe uniquement par le fait d'être professionnel au quotidien, d'être honnête, de connaître nos clients, de les suivre et de répondre présent quand ils en ont besoin, quoi. Voilà. Et de bien identifier leurs besoins pour justement les couvrir, c'est vraiment le vrai sujet. Encore faut-il aussi que l'ensemble des partenaires, des clients soient aussi dans la communication et dans la confiance, en fait. C'est vraiment le maître mot, je pense. Voilà, merci. Oui, tout à fait. Merci beaucoup à vous d'avoir pris ce temps pour échanger sur un sujet qui est, vous l'avez compris, très vaste, mais qui nécessite vraiment le temps de se poser pour faire des choix qui vont avoir une incidence derrière sur votre activité et sur la pérennité aussi de l'entreprise selon le risque qui naît. Ça peut, s'il y a une mauvaise couverture du risque, c'est pas neutre en termes d'impact sur l'entreprise, voire même ça peut amener une fermeture et des poursuites. Donc, il faut être vigilant. Et en effet,
le syndicat, je crois que vous l'avez compris, peut vous accompagner en proximité avec leur connaissance du territoire, des bassins aussi de vie, hein, parce qu'on sait que géographiquement, le territoire des Hautes-Alpes est complexe. Il y a des plans de prévention des risques, etc. Donc, on n'a pas parlé de tout ça, mais c'est aussi un vrai sujet. On n'a pas le temps en une heure d'aborder ce point, mais en effet, vous connaissez le territoire et tous les risques qui peuvent être liés. Donc, je pense que le maître mot, c'est vraiment la confiance, l'échange, le partage, la relation et la proximité. Merci d'avoir pris ce temps d'échange. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Recréa. Encore d'autres webinaires sont à venir. Merci pour votre disponibilité, Thibaut et Mathieu. Et puis, à très vite et à bientôt. Au revoir. Bonne fin de semaine. Merci de Madame même. Fayolet. Au revoir, merci. Au revoir.